Bon, ça, quand ça commence comme ça veut dire que tu commences à devenir une star. Oui, C'est le signe. Oui, mais bizarrement, même sur Google, je vois des articles que j'ai jamais vus. J'ai dit, wow, on avait mis ça, ah, il y avait ça. Bon, salut Micro Méga. Bonjour, Béatitude. Moi, j'ai du mal à m'arrêter à Micro. Bon, Parce que parfois, les gens t'appellent juste Micro. Alors... Oui, beaucoup de gens. Bon, j'aurais pas souhaité qu'on m'appelle juste Micro, mais bon. Après c'est ta faute. Tu aurais pu dire Méga Micro. Bon. Comme ça, tu es sûr que quand on s'arrête en chemin, c'est grand. Oui. Bon, je dois avouer que j'avais pas pensé à tout ça au début. Ouais. Ça vient d'où ce surnom? Micro Méga. Bon, d'abord, quand j'avais commencé quand j'ai commencé à fréquenter le centre-ville, les bibliothèques, j'avais commencé à l'Alliance française. Il y en avait à Gombe, là, sur Tété, là, avant de commencer à fréquenter l'Institut français. Donc là, il y avait des ateliers de nouvelles animés par, entre autres, par le professeur Yoka aussi et les autres. Même monsieur Henri Movasakan, il venait là. Ouais. Et du coup, il y avait une dame qui était là. Bon, comme il y avait... la plupart des gens étaient... c'était vraiment des écrivains, des adultes, des grands. Moi, c'était en 2003, je crois, quand je commençais vraiment à écrire. Donc, j'étais encore plus petit. Et donc, la dame, une fois, elle m'a pas appelé le petit grand. Bon, c'était juste comme ça. Je suis venu, le petit grand. Bon, c'était juste comme ça. Et après quelques années, 2009, je suis tombé sur le livre de Voltaire. Ouais, j'attendais quand même cette référence parce que... Oui. Ok. Oui, en fait, je crois que c'est un livre de Voltaire qui n'est peut-être pas très connu, mais moi j'étais tombé sur ça, Micro Méga, et on a dit, c'était écrit, Micro Méga signifie le petit grand. Et puis j'ai dit directement, ça c'est moi. Ouais. Parce qu'en fait, Micro Méga, c'est notamment l'histoire d'un géant. Parce qu'il est géant dans une planète de petites gens, alors que chez lui, en fait, il n'est pas géant. Il n'est pas si géant, Ok. Oui, mais c'est vraiment... Bon, c'est aussi vraiment une manière de réfléchir sur la grandeur et la petitesse des humains. Parce que même, je crois, à la préface de ce livre-là, Voltaire dit que Micro Méga, c'est comme ça que doit s'appeler tout grand homme. Bon, ça ne veut pas dire que je suis un grand homme, mais ça veut dire, pour moi, ça veut dire que si tu es un grand homme, ça veut dire que tu es Micro Méga. Donc tu es un petit grand homme. Parce que c'est comme si l'être humain ne peut pas vraiment être grand. C'est comme Blaise Pascal qui parle des deux infinis. Il y a l'infiniment grand, l'infiniment petit. Donc c'est comme si l'homme est un univers parce qu'il a des atomes. Et pour ces atomes-là, il est un univers. En même temps, l'homme, pour l'univers, il est un atome. Donc c'est comme si l'homme, c'est vraiment toujours... C'est vrai que moi enfant, je regardais les fourmis et j'imaginais comment ils nous percevaient. Voilà quoi, je me dis, bon, les éléphants, on les voit tout grands, les fourmis nous voient tout grands, mais en même temps on est tout petit pour les éléphants. Donc ça relativise à la fois notre petitesse et notre grandeur. Oui, donc moi je réfléchissais vraiment sur ça en me disant que même si je deviens grand, je reste petit. Mais même si je suis petit, en tant qu'humain, je suis grand parce que être humain, c'est la grandeur. Mais toi, tu es Kinois, tu es né à Kinshasa, tu as grandi à Kin. J'ai grandi à Kin, mais je ne suis pas né à Kin. Mais je suis né dans le Katanga, dans la ville de Kisenge. Mais juste parce que mon père était militaire et qu'il était en mutation. Mais quand on est venu ici, j'avais pratiquement 2 ans, 3 ans. Donc j'ai grandi ici. Parce que nous les Kinois, de naissance, parfois nous disputons la qualité de Kinois à tous ceux qui ne sont pas nés à Kinshasa, mais bon. Oui, mais moi j'ai grandi ici, mais en même temps, je dois avouer que
parfois les gens me disent que je suis pas très quinois. Je dois avouer aussi que c'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois pas né ici. Ouais. C'est juste que c'est peut-être juste comme ça. Ouais, après, je me rends compte en multipliant les rencontres, les découvertes, que peut-être qu'il n'y a pas un seul type de quinoa. Oui. On doit juste se rendre compte que être quinoa n'est pas un parti politique unique. Ouais, avec une idéologie. Oui, ça veut dire on est tous quinoa plus ou moins parce qu'on a des référents, il y a des trucs, mais avec notre propre façon de l'être et de l'exprimer. Oui. Et justement, comment tu arrives au slam, toi qui grandis à Kinshasa, on va dire, a priori, c'était pas le terrain le plus propice, surtout au moment où toi tu le commences. Oui. C'est pas encore très populaire. Oui. Donc, comment tu arrives à ça? Oui, donc comme j'ai dit, je commençais à fréquenter l'Alliance française, l'Institut français. Je lisais Voltaire, Victor Hugo, Lamartine. Je lisais beaucoup plus la poésie française et j'écrivais la poésie française. J'aimais, je rêvais vraiment de ça. Bizarrement même, je rêvais de vivre de ça parce que à la maison, chez notre grand-père maternel où on a grandi, il avait une collection des prix Nobel de littérature. Je me souviens de cette collection. Ouais, tout à fait. C'est des gros livres belges. Oui, voilà. Avec des dessins. Oui, on en avait plein. Ouais. Et du coup, comme je le lisais, je rêvais d'être prix Nobel aussi. C'est ça qui a été ma première motivation. Absolument. Et bizarrement, je crois que ça m'a beaucoup motivé. C'est drôle parce que moi, c'est la même chose. Ah ouais, j'avais la même chose dans la bibliothèque de mon père. Mon père est mort il y a longtemps. J'avais 3 ans et demi quand il est décédé. Mais en grandissant, dans sa bibliothèque, il y avait tous ces livres des prix Nobel. Là, j'ai découvert les Bergson. Anatole France, Knut Hamsun, voilà. Je connais beaucoup de grands auteurs à partir de ça. Voilà. Ah non, mais c'est bien ça. Oui, donc ça me motivait, même si aujourd'hui ce n'est plus le prix Nobel, mais je dois dire que cette première motivation a été très forte parce que à un certain moment je ne voyais que ça. Donc tout de suite tu t'es dit je vais écrire. Oui. Bon, non, j'écrivais déjà. Mais je commençais à m'orienter par rapport à ça. Je me disais, la littérature, je vais être prix Nobel. Donc, tellement j'en rêvais, j'écrivais. Et j'étais avec mon frère aîné, le condottière, Bocoli. Ouais. On écrivait ensemble. On écrivait de la poésie ensemble. Et après quelques années, quand Grand Corps Malade a commencé, je crois 2008, tout ça, c'est lui, le condottière, qui avait ramené un magazine, je crois Paris Match ou quelque chose comme ça, où on parlait de Grand Corps Malade. Et c'est là que moi j'avais découvert maintenant le slam. Donc j'écrivais déjà de la poésie. D'accord. Donc quand j'ai découvert le slam, j'ai mis ça en tête. Et après, il y avait en 2008 à l'Institut français, à Gombe, il y avait le professeur Jean Kabouta. C'est un Congolais qui vit vraiment en Belgique. Donc je crois qu'il a grandi là-bas depuis les années 60. Il était venu faire le printemps des poètes en mars 2008. J'ai participé, j'ai déclamé un poème et après je l'ai vu. Après on avait rendez-vous, je crois un jour après. Ça c'est en 2008. 2008, ouais. C'est lui qui pour la première fois, parce que j'avais déjà un recueil de poèmes à l'époque. C'est lui qui pour la première fois m'avait dit mais tu peux slammer tes textes, tu vois, j'avais déjà Grand Corps Malade un peu, mais c'est lui qui m'avait motivé. Quand il a dit tu peux slammer tes textes, j'avais mis dans ma tête que voilà, je peux slammer mes textes. Et là, en 2008, tu as quel âge? En 2008, j'avais 23 ans. Et donc, Et donc à 23 ans, je suppose que tu es étudiant en ce moment-là. Bon, étudiant, si on veut parler de ça, ça veut dire que, parce que si je peux recommencer ou pas, j'ai obtenu mon diplôme d'État en 2002. Et puis, avant ça, j'écrivais déjà. Je commençais à écrire précisément en l'an 2000. Sans compter que quand j'étais petit, à l'école primaire, on
essayait d'esquisser des choses comme ça. Mais à l'école secondaire, en l'an 2000, j'étais en 4e des humanités. On a étudié la versification française. Et directement, j'ai commencé à écrire par rapport à ça. 2000, en 4e, 5e, je commençais à avoir des poèmes. J'écrivais, je faisais lire à mes amis. 6e, quand j'ai obtenu mon diplôme d'État, j'ai commencé directement à ne faire qu'écrire la nuit, les jours et tout, totalement. Après, je commençais à fréquenter, comme j'ai dit, l'Alliance française. Ouais. Et après, je suis parti à l'UNIKIN en 2004. Ouais. 2004. J'ai fait que cette année-là, 2004-2005, je n'ai pas fini l'année. Ouais. J'étais en chimie. D'abord, je n'étais pas très motivé, je voulais faire les lettres. Mais ma mère voulait que je fasse les sciences. Je n'étais pas très motivé. Après, il y avait beaucoup de problèmes. Mais ta mère voulait que tu fasses les sciences parce que tu étais bon en sciences ou... Bon, parce qu'aux humanités, j'ai fait la maths physique, bizarrement. J'écrivais, mais je faisais la maths physique. J'aimais bien le français, mais je me débrouillais très bien en maths. Oui. Ouais, en sciences exactes. Donc, j'avais un peu de tout, quoi. J'avais un peu de tout. Donc j'étais un élève, bon je dis pas que j'avais pas des points faibles, j'en avais, mais seulement, tu vois, c'était pas trop, tu vois, j'étais un peu... Tu étais bon un peu dans tout. Ouais, voilà. Ouais, donc ça veut dire que même à l'université, je pouvais autant faire les sciences que les lettres. D'accord. Mais moi, comme j'étais déjà plongé dans la poésie, je voulais faire les lettres. Et donc, en allant à l'université, toi, tu voulais, en fait, ta carrière, tu voulais faire la littérature? Oui, je voulais faire la littérature. Peut-être si je distingue, je deviens assistant, professeur des lettres, écrivain. Vous voyez, un peu comme prof yoga. C'était vraiment ça. Mais quand c'était cassé. Après, il y avait aussi beaucoup de problèmes au niveau de la famille. Comme papa n'était pas là, les finances, il y avait... Bon, je dois avouer que j'étais pas non plus très motivé. Et comme il y avait des problèmes, j'ai dit bon, je me consacre à la littérature. Je sais pas pourquoi, je saurais peut-être pas expliquer ça aujourd'hui, mais je sentais que c'est la littérature qui allait payer pour moi. Oui. Donc j'avais misé sur ça. J'avais vraiment misé, j'avais vraiment échangé l'université contre la littérature. Contre un rêve un peu fou, dans le contexte de l'époque. Oui, même que j'avais eu des problèmes avec mes oncles, tout ça, avec la famille, parce que souvent j'écrivais la nuit et je dormais le matin. Alors on disait que j'étais fainéant. Donc on aurait pu dire pire, on aurait pu dire sorcier. Ouais. Okay. Donc, je dois dire que vraiment, c'est comme si j'avais commencé la vie d'artiste avant vraiment d'avoir la carrière d'artiste et tout. Donc, mais ça m'avait aidé parce que le fait que je m'étais consacré à la littérature, c'est comme si ça m'avait donné une base. Oui. Ouais, ça m'avait donné. C'est ce que je dis, bon, soit dit en passant, je le dis aujourd'hui aux amis, aux jeunes qui commencent, parce que eux, il y a déjà des scènes slam, il y a déjà la vie littéraire qui est là, oui, qui est très active aujourd'hui. Oui. Il y a les réseaux sociaux. Oui. Bon, ils ont l'avantage, mais ils ont aussi l'inconvénient, parce que nous, on avait eu le temps d'être dans l'ombre. Et donc de travailler. D'avoir une base, oui. De plancher, vraiment d'écrire. Oui. Un peu le côté artisanal du truc. Oui, le côté pratique, tout ça, oui. Le jour où nous on est sortis, on avait déjà un style. Ouais. On avait déjà un style, même si c'était pas parfait. Mais quand les gens écoutaient, c'était déjà des choses consommables. Ouais. Mais aujourd'hui, maintenant, beaucoup d'amis plus jeunes qui ont l'âge que nous on avait justement quand on avait commencé, mais qui aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, ils sont pressés de sortir. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est vraiment ça, ce côté-là un peu de l'ombre, je peux dire. Être d'abord dans l'ombre, mûrir dans l'ombre, mûrir caché, et après tu sors quand tu es prêt. Oui. J'avais pris ces années-là, entre 2005 et 2008, où j'avais fait que écrire pratiquement.
Et après en 2008, quand j'ai rencontré le prof Jean Kabuta, et 2009, voilà, on était là. C'était comme c'est comme si on entendait déjà le slam, quoi, parce qu'il y avait Grand Corps Malade, Abdal Malik. Et en 2010, il y a eu un couple de réalisateurs français. Un couple de réalisateurs français qui sont venus animer un atelier d'écriture de cinéma, de court-métrage fiction. C'était en 2010 à l'Institut français. Comme j'ai parti à l'Institut français, j'ai participé par hasard. Mais quand ils ont découvert que j'écrivais de la poésie, je leur avais dit que je faisais du slam alors que je n'avais pas encore pratiqué. Donc ils m'ont proposé de jouer dans le court-métrage comme acteur et d'interpréter mon propre rôle de slammer. Et c'est la première chose que j'avais fait. Bon, j'avais beaucoup hésité parce que c'était trop brusque, être en même temps acteur alors que j'avais jamais fait la scène, slammer directement, tout ça. Mais je l'ai fait, il y a le film. Bon, j'aime pas trop voir ça moi-même, ça date de trop longtemps. Mais il y en a, je peux montrer tout ça. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est la première activité que j'avais fait de slam, c'était en 2010. Là, il n'y avait encore aucune scène. Et le film était projeté à l'Institut français. Moi, j'étais là, slammer et tout. Et c'est la dame, parce que je dis que c'était un couple de Français. L'homme Gilles Lemouneau, la dame Anne-Claude Lumet. C'est la dame qui m'a maintenant présenté à l'Institut français comme slammer. Pendant que je n'avais pas encore une carrière ou quoi. Donc j'étais directement sur la liste des artistes de l'Institut français comme slammer. De façon que s'il y a un projet, on peut m'appeler. Et ainsi, en 2011, en septembre, il y a eu la première scène ouverte de slam à Kin. Et donc, on m'a invité pour participer. Je suis venu. Il y avait des amis. La plupart des amis, c'était des amis de l'Académie de Beaux-Arts. Okay. Et bon, je dois dire que c'était la première fois que je faisais la scène. Okay. Donc, j'avais un grand trac et tout. Et après, on l'a fait. Il y avait un ami fier d'être, qui était de Beaux-Arts, qui est maintenant en France. Celui qui avait gagné. Bon, il faut dire qu'il avait vraiment la pêche et tout. Ouais. Mais après, à l'époque, la coordinatrice culturelle de l'Institut français, c'était Anna El Fakir. Quand elle m'a écouté sur scène, bon, je dois dire sans polémique, mais elle m'a dit, pour moi, c'est toi qui as gagné. Bon, à partir de là, elle m'a proposé maintenant un projet avec l'Institut français. Comme c'était fin 2011, début 2012, elle m'a dit, on prépare des textes et pour le vernissage du mois de la francophonie en mars, toi, tu fais du slam sur les 10 mots de la francophonie. Et donc, on l'a préparé de janvier à mars. Et le 3 mars, je l'ai fait. C'était ma première activité devant les gens, un peu solo. Je peux dire même à l'Institut français, là, une activité solo de slam comme ça, c'était la première. J'ai fait une déclamation de 30 minutes sur tous les 10 mots. Et donc là, on est en 2020, on va dire tu as 12 ans de carrière. Oui, mais moi je considère que j'ai 10 ans parce que j'ai slamé pour la première fois dans le film, dans le court-métrage. Ok. Ouais. Alors 10 ans de carrière, c'est ton métier. Oui, je dois dire, ouais. C'est ça ton métier. C'est mon métier, oui. C'est ce que tu écris c'est ce que tu as créé sur ta carte d'identité. Oui, j'écris artiste. Voilà. Parce qu'en tant que slammer, je peux faire beaucoup de choses. J'ai joué un peu dans le film là. Alors, mais toi, l'écriture maintenant, pour toi, tu écris pour le slam uniquement. Même si tu as déjà publié tes textes en livre. Mais tu écris vraiment pour le slam. Tu ne te considères pas vraiment comme un écrivain, juste un écrivain. C'est vraiment pour le slam. Bon, pour ça, je crois que quand j'écris de la poésie, à la base, j'aime avoir un côté littéraire. J'aime qu'il y ait le côté littéraire, que ce soit, que même si les gens le lisent, que ça puisse passer. Oui. Mais
il y a vraiment aussi beaucoup ce côté oral. Et je dois dire que même quand on publie du slam, moi personnellement, même quand je publie du slam en livre comme ça, je pense que c'est aussi une façon d'apporter aux gens une littérature qu'ils peuvent lire comme s'ils étaient en train d'écouter. Okay. C'est pour ça que mon premier recueil, je l'ai intitulé Au clair de ma voix, poèmes à lire avec les oreilles. Ok. Ouais. Poèmes à lire avec les oreilles. Et donc le genre littéraire, ce sera la poésie. Oui. Tu n'es pas tenté par autre chose? Non, si. J'ai des brouillons, j'ai pas encore fini parce que ça demande de la consécration. Je vais les faire, je les fais petit à petit. J'ai des brouillons de théâtre, mais de théâtre assez poétique, un peu. Mais j'ai déjà un brouillon du théâtre. Et d'autres, c'est en projet. Voilà. Genre roman et tout. J'aime. Ma pensée, c'est d'aller au-delà du slam. Ça, c'est clair. Mais tu prends ton temps. En littérature. Ouais. Mais tu prends ton temps, tu n'es pas pressé. Bon, je prends mon temps justement comme je parlais de l'étape de préparation. Absolument. Ça veut dire que j'ai passé beaucoup de temps à me forger un style poétique. Ça veut dire que si je dois aussi écrire de la prose, je préfère être dans l'ombre côté prose, pendant que je suis encore dans la lumière côté poétique. Du côté des autres genres littéraires, je travaille aussi, je forge aussi le style. Et pour le slam, quels sont tes projets? Je sais que tu tiens une chronique hebdomadaire sur Top Congo. Oui. Voilà, est-ce que tu penses faire un album, par exemple, vraiment? Oui, je pense faire un album. Et justement, c'est peut-être l'occasion de dire, on est au Congo, il n'y a pas vraiment de label, il n'y a pas vraiment d'éditeurs de musique, il n'y a pas vraiment de producteurs. Moi, je me demande souvent si parce qu'on veut être professionnel, mais est-ce qu'on peut vraiment être professionnel s'il n'y a pas de producteurs et de structures qui accompagnent, si on s'autoproduit toujours nous-mêmes et tout. Ouais. Et du coup, à cause de ça, je cherche quand même, je cherche même à être appuyé, avoir une structure, de façon que ce soit pas totalement moi. Ouais. Donc là, par exemple, pour le moment, mon projet, je suis en train de faire un CD, justement, comme j'anime une chronique slam à la radio Top Congo. Donc avec Monsieur Christian Lusako, le patron de Top Congo, je lui ai proposé si on peut faire un CD qui reprend quelques morceaux qui sont passés à la radio. Et donc c'est sur ça que je suis en train de travailler maintenant. Et donc j'espère que bientôt ça pourra être dispo. Si c'est dispo, là maintenant je peux faire des concerts par rapport à ça. Et on va dire, puisque tu parles de ta chronique sur Top Congo, c'est une chronique qui se colle à l'actualité. Oui. Et donc forcément, notre actualité elle est très très politique. Tu parles beaucoup de politique. Oui. Donc, en fait, d'ailleurs, les gens pensent que je ne parle que de politique, mais j'ai pas vraiment le choix. Ça veut dire, par rapport à ce que je fais à Top Congo, je dois parler de l'actualité. Et l'actualité est dominée par la politique. Ouais. Et d'ailleurs, je cherche même de temps en temps des sujets qui vont loin de la politique. Par exemple, la semaine passée, c'était le déconfinement. J'ai parlé du déconfinement. Ouais. Comme ça fait au moins quelque chose qui s'éloigne. Et là, comme ce samedi, ça sera le 1er août, je me dis déjà que je préfère parler des parents. Peut-être des parents, vous voyez, comme ça. De temps en temps, il y a des sujets comme ça. Puisque on doit avouer que l'actualité au Congo, c'est vraiment dominé par la politique. Tout à fait. On voit nous-mêmes comment il y a l'ébullition et tout. Alors, tu as dit que tu t'es construit au début vraiment en lisant de la poésie française, mais la poésie, on va dire, 19e siècle, Lamartine, tout ça. Mais comment tu as évolué aujourd'hui? Parce que je pense que tu fais des vers libres aujourd'hui. Donc, comment tu as évolué? Comment tu t'es construit dans ton travail d'écriture? Oui, dans mon travail d'écriture du slam,
Donc, comme j'ai dit que j'aime toujours garder un côté littéraire, peut-être ça me vient de mes lectures du début, de ma formation personnelle au début. Mais après, j'ai beaucoup, ou je ne sais pas si je dois dire beaucoup, mais j'ai vraiment assez écouté le rap. Et la personne qui m'inspirait le plus en rap, c'est MC Solar. Ouais. Je pense que ça m'a aussi influencé. J'écoutais MC Solar, I Am. Oui. Ouais. Donc les classiques du rap français aussi. Ouais. Ouais. Parfois Tupac en traduction française, mais pas trop, mais quand même un peu, comme ça. Ouais, parce qu'il y a autre chose. Moi, une fois, tu m'as surpris. Je crois que c'est on préparait une intervention. Je ne sais même plus à quelle occasion. Et tu es un punchliner terrible quand même. Tu es un punchliner terrible quand même. Oui, donc il y a un peu cet esprit rap. Oui. Là, je crois que c'est pour m'amuser. Donc, parce que justement, comme on travaille parfois avec des structures, oui. Comme Top Congo, souvent j'ai des projets où je suis dans des projets avec des thèmes et tout, donc on a certaines contraintes. Oui. Mais vraiment, quand j'écris librement, j'ai des textes où je m'amuse et des textes où il y a vraiment des punchlines, des textes un peu en freestyle. Oui. Ouais. Ouais. Alors, pour parler de ton écriture, à quel point tu penses que tu es, on va dire, on parle de slam évidemment francophone, donc on parle beaucoup de grands corps malades, évidemment, mais à quel point tu penses que toi tu es singulier en tant que Congolais, en tant que Kinois? Qu'est-ce que tu apportes de particulier dans ce travail d'écriture? Oui, bon, avant de parler en tant que Kinois, je vais dire peut-être en tant que moi, j'aime parce que le slam aujourd'hui, c'est vraiment dans toute l'Afrique, hein, dans toute l'Afrique francophone. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, j'ai remarqué un peu en écoutant beaucoup d'Africains et tout, je vois qu'il y a un certain style qui est un peu partout. Peut-être qui part de la France, des rappeurs francophones, des rappeurs francophones vivant en France, français ou étrangers. Ouais. Et en Afrique, il y a beaucoup le style de calembour, des rimes riches, vraiment des sons. Ouais, toujours on sent qu'il y a toujours il faut des jeux de mots. Pour moi, je fais ça aussi, mais après, j'avais pensé personnellement à commencer à mettre dans mes textes des phrases que je vais dire à ma façon. Ouais, donc vraiment que ce soit donc des phrases un peu tournées, tourner des phrases. Donc c'est pas un jeu. Bon, ça peut être un jeu de mots, mais c'est pas un jeu de son. Un jeu d'esprit. Ouais. Faire des jeux d'esprit, des traits d'esprit, qui seront comme des marques, comme comme une marque un peu personnelle. Ouais. En tant que Kinois, je pense que on a une certaine façon de parler français qui est un peu décalée par rapport au français. Peut-être qu'on le sent pas, mais c'est ça. Moi, je pense. Et toi, c'est dans ce français-là que tu écris? Oui, peut-être pas toujours, mais j'aime en prendre conscience et l'utiliser. Ouais. L'utiliser, donc que ce soit un peu plus léger que le français classique, que le français normal. Ouais. On garde un côté où le français, c'est une langue qu'on aime, nous, parce que la plupart des Congolais disent parfois que le français n'est pas notre langue, mais moi je pense que à partir du moment qu'on a fait depuis l'école maternelle en français, c'est quand même notre langue aussi. Mais on a une certaine approche du français différente des Français parce que c'est notre langue, mais c'est pas notre langue maternelle. Donc en même temps, on l'aime, mais parfois elle n'est pas très sacrée pour nous. Et donc on prend des libertés en fait avec la langue. Oui, par rapport au français. Alors j'aime parfois en prendre conscience et puisque tu parles de langue, je
très peu entendu slammer en lingala, mais une fois, dernièrement, je crois que c'était pour... j'ai oublié le sujet, mais tu as slamé en lingala. Je crois le coronavirus. Oui, c'était sur le coronavirus. Ouais. Alors, est-ce que c'était circonstanciel ou c'est vraiment une approche que tu comptes intégrer dans ton travail artistique? Bon, les deux. Parce que là, c'était circonstanciel, mais je compte aussi l'intégrer. Je pense vraiment à travailler aussi beaucoup des textes en lingala. Pour le moment, j'en ai peut-être 2 seulement, plus celui du coronavirus que j'avais écrit parce qu'on m'avait demandé. Il y a le studio Loyola du Centre culturel Boboto qui m'avait demandé si je peux écrire un texte sur le coronavirus, mais d'une manière populaire pour sensibiliser. Bon, au départ, j'étais un peu réticent parce que pour écrire en français, je peux partir j'ai une feuille blanche, mais j'ai quelques jeux d'écriture par lesquels je vais trouver, même sans inspiration, avoir des mots pour commencer. Mais là, bon, voilà. Vraiment, comme c'est écrire un truc en lingala populaire, je me disais, si ça vient, je le fais. D'accord. Et alors, j'avais reçu l'inspiration. Si là, c'était vraiment l'inspiration qui était venue. Oui. Et quand c'est venu, je l'ai écrit et j'ai travaillé. Et puis, je suis parti là-bas et puis on l'a fait. Alors, quand on voit ton parcours, il y a beaucoup d'Institut français qui revient. Oui. Il y a beaucoup de Français qui interviennent. Alors, on va dire, est-ce que tu n'as pas parfois l'impression de faire un art qui n'intéresse pas tes propres compatriotes? Et que, voilà, c'est comme si le reproche est souvent fait. Je pense que tu dois l'avoir déjà entendu. Oui. Au Salarabilo, au Mindele. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que c'est tout est question d'intention. Parce que c'est vrai, j'ai vu des gens, des Kinois, des Congolais qui refusent de parler lingala parce qu'ils considèrent que bon, ça les diminue. Je les ai vus aussi. Mais moi, je ne suis pas dans cette démarche-là de refuser le lingala. Je crois que c'est une question d'intention. Mais au départ, comme je disais, on a étudié en français, on a la plupart des livres, presque tout, dans nos bibliothèques, c'est en français. C'est aujourd'hui qu'on commence à écrire aussi des livres en lingala, comme surtout au début avec Richard Ali, il y a l'éditeur de Mabiki, bienvenue, Séné, ouais. Donc aujourd'hui, il y a quand même cette renaissance-là. On cherche à donner de l'impact au lingala, mais au départ, je dois dire que c'était peut-être pas volontaire. Ça veut dire, pour commencer, moi personnellement, j'ai travaillé en français. Et après, le temps de me rendre compte, le temps de prendre conscience, je me rends compte d'abord que je suis plus à l'aise, très à l'aise en français. Ouais. Donc je continue. Maintenant, en écrivant en français, je pense pas que j'écris pour les Français. Parce que je me dis que quand j'écris en français, j'écris pour les gens qui aiment le français. D'accord. Quel qu'il soit. Ouais. Alors, mais n'empêche que voilà, les structures qui te reçoivent, je peux même dire nous reçoivent, quand on parle littérature, quand on parle slam, c'est surtout des structures étrangères. Oui. Quel regard tu as par rapport à ça? Bon, par rapport à ça, moi je me dis une chose, parce que j'ai déjà pensé à ça. Je me dis que quelque part, il y a le manque de volonté politique de nos dirigeants. Donc, puisqu'il y a le manque de volonté politique de nos dirigeants, je ne refuse pas d'aller chez les gens qui m'ouvrent la porte. Parce que j'en pense vraiment, c'est conscient. Je me dis que ici, on peut avoir tout. On peut, par exemple, tout le monde sait que le secteur culturel est négligé. On le sait, on le constate. Nous, on n'a pas le pouvoir. Bon, on a le pouvoir parce qu'on est le peuple. Mais notre pouvoir, c'est par exemple de parler, de réclamer. Mais il y a des gens qui décident, qui peuvent nous écouter pour changer les choses. Jusque-là, ils n'ont pas encore changé certaines choses.
Par exemple, moi j'ai vu, par exemple, j'ai vu un Tunisien. Bon, on s'était vu à Paris. Lui, il était en résidence pour 1 année d'écriture, non, de musique. Moi, j'étais venu pour 3 mois. Lui m'a dit que en Tunisie, depuis l'époque du président Bourguiba, ils ont un contrat avec la Cité des Arts de Paris. Chaque année, ils envoient 3 artistes tunisiens. Là, c'est la Tunisie qui les prend en charge, qui paye tout pour qu'ils soient en France pendant 1 an pour travailler, pour préparer leurs projets et tout. Ils ont une bourse du gouvernement tunisien. Et après 1 an, les 3 rentrent, on envoie encore les 3. Même moi, pour aller en France, je pars chez les Français. Je dois demander aux Français. Mais quelque part, j'attends pas. Parce que je me dis, entre nous, on vit qu'une fois. Sincèrement. Pendant que moi, je vais attendre, il y a les enfants du président de la République, on doit se le dire. Les enfants des ministres qui vivent mieux que moi. Vous voyez, moi, je ne demande pas de vivre comme les enfants des ministres, mais de vivre de mon art, de vivre des droits d'auteur. Il n'y a même pas les droits d'auteur. Ouais. Par exemple, les gens, bon, je passe peut-être du coq à l'âne, mais on dit, moi par exemple, il y a la musique rumba, le style avec des mabanga, on condamne les musiciens. Mais pour qu'il y ait les bars, les terrasses, les boîtes de nuit, sans les musiciens, il n'y en aurait pas, parce qu'il n'y aurait pas de musique. Ça veut dire qu'obligatoirement, il faut que ces gens-là payent, parce que quand les gens viennent dans les endroits et qu'ils payent pour consommer, ils consomment aussi la musique. Ils consomment la musique. Ils consomment la bière. Oui, donc c'est grâce à la musique aussi qu'ils viennent là. Ouais. Mais imagine un peu un musicien comme ça, Ouera, Fali, Poupa, qui n'a pas les droits d'auteur, et vous lui dites, ne chante pas les noms des gens, c'est vulgaire. Entre-temps, on vit qu'une fois. Ça veut dire que pendant ce temps, oh non, sincèrement, pendant ce temps-là, si tu es député, toi, tu as l'argent. Quand vous lui dites que tu es vulgaire, pendant ce temps-là, toi, tu as l'argent, mais lui, il n'en a pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, vous voyez, donc, moi, je me dis, moi aussi, quand les Français me proposent des choses, je prends d'abord. Parce qu'on ne sait pas là où on va s'arrêter. Ouais, tout à fait. Alors, mais, enfin, on va revenir sur ton rapport avec la musique, puisqu'on est sur ce sujet-là. Et quel est, dans le slam, dans le rap, on va dire dans la musique urbaine en Afrique, il y a beaucoup le côté revendicatif, afrocentré et tous ces thèmes-là. Et toi, quel est ton rapport avec ça? Du côté de la revendication afrocentrée, moi je suis... Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de parler comme ça, mais à la base, j'aime faire mon art en étant vraiment moi. En étant vraiment moi dans mes pensées, dans ma vision du monde, vision du monde. Dans ma vision du monde par rapport à l'Afrique et tout, ça peut être peut-être choquant, mais je pense que jusqu'aujourd'hui, on est conscient que les Occidentaux, ils participent au pillage de l'Afrique. Mais quelque part, c'est comme si les Occidentaux ne nous empêcheraient pas peut-être de faire certaines choses. Par exemple, construire les routes et tout. Donc, je pense que quelque part, tant qu'on ne change pas nous-mêmes, même quand on pointe du doigt les autres, ça n'aurait pas un grand impact. Parce que, le plus grand mal, c'est celui qu'on se fait soi-même. Donc, et puis, dans l'autre sens, j'ai une démarche un peu ironique par rapport à ça. Donc, je suis pas trop dans les réclamations et à chercher à pointer du doigt, ou à détester les autres et tout. Mais je suis du genre, j'aime en parler d'une manière assez ironique. Et décalée. Ouais, décalée. Alors, ton rap, enfin le slam, c'est des mots, c'est la musique des mots, mais c'est aussi parfois, souvent, de plus en plus, de la musique tout simplement. Oui. Et toi, quel est ton rapport? Comment tu travailles ce côté-là? Oui. Bon, par rapport à mon rapport entre slam et musique, je dois dire que mes chroniques dans Top Congo m'ont beaucoup orienté, parce que c'est la 3e année que je l'ai fait.
départ, je ne mettais pas beaucoup de musique dans mes slams. Mais quand j'ai commencé à faire à la radio, il fallait mettre la musique pour varier et tout. Donc, depuis ce temps-là, j'ai beaucoup plus écrit sur de la musique. Ça m'arrive de composer par inspiration. Je ne suis pas musicien. Je peux avoir une inspiration, je compose. Mais très souvent, j'écris sur une musique. Donc, cette musique-là me donne le tempo. Ça me donne... Voilà, ça me donne la musicalité du texte. Ouais. Et quand on va enlever cette musique-là, on va composer par rapport à la musicalité du texte. Et parfois, il y a des amis musiciens ou des chanteurs qui chantent sur cette musicalité-là et ça fait vraiment slam et chansons structurées, quoi. J'ai vu que tu as lancé là, tu lances un projet d'atelier de slam. Oui. Et je sais, l'année passée, tu as lancé un concours de slam à travers les communes de Kinshasa. Oui. Tu es donc beaucoup aussi dans la transmission. Tu veux transmettre ton art. Pourquoi tu penses que c'est important? Oui. Tu te sens déjà suffisamment vieux pour passer le relais? Bon, comme je venais de dire que on ne vit qu'une fois. Bon, on ne vit qu'une fois dans ce monde, on doit se le dire. Et on ne sait surtout pas quand est-ce que ça s'arrête. Ouais, donc, je peux pas dire qu'il faut attendre. Je me disais parfois que il faut pas faire attendre les bonnes choses. C'est une phrase un peu que je disais. C'est-à-dire, si tu es capable de faire une bonne chose, ne la fais pas attendre. Ne fais pas attendre cette bonne chose. Oui. Donc, je pense qu'il y a un problème. Il y a vraiment un certain manque, justement, du côté littéraire. Même, parce que même dans notre musique, même dans la rumba, bon, c'est en lingala. Mais souvent, dans nos textes, il manque parfois des textes. Il manque parfois des textes dans les textes des musiques. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai vu un musicien qui disait, il a pris un titre d'un musicien typique, il en a fait une chanson. Lui, il est dans ce qu'on appelle musique de recherche. Il a fait une chanson, il a dit, parce que les musiciens typiques, ils ont des titres, mais parfois ils disent rien dans ces titres-là. Donc lui, il voulait parler sur le titre, donc il a pris ça pour écrire quelque chose. Donc je me dis, il y a vraiment ce manque-là, parce qu'on doit aussi avouer que notre système éducatif n'est pas performant pour le moment. Ça s'est dégradé à cause de la corruption notamment. Donc le slam à la base, c'est vraiment, pour le pratiquer, ça doit être des gens qui ont une certaine base, qui peuvent lire, qui peuvent prendre un livre, ils lisent, qui ont quand même... parce que moi, je considère que la littérature est le niveau le plus élevé de la langue. Oui. Donc, pour arriver à la littérature, il faut quand même passer par la grammaire, la conjugaison, même si ça ne sera pas parfait, mais au moins... Il faut avoir les bases. Oui, il faut avoir les bases. Donc, on a vraiment un grand problème de niveau chez nous, le niveau de la maîtrise de la langue et tout. Moi, je trouve que c'est un besoin qu'il y a. Donc, j'essaye d'apporter ce que je peux. C'est pour ça que j'essaye d'organiser des ateliers. J'anime des ateliers depuis 2016, mais je dois dire que comme j'aime bien être pragmatique, voir ce que ça donne, c'est juste qu'aujourd'hui que j'améliore, je vois comment on peut améliorer. Alors, quand tu animes des ateliers, on peut dire qu'aujourd'hui est-ce qu'il y a une école méga du slam congolais? Bon, ça je sais pas encore. Je peux pas le confirmer. Mais je pense que ce qui est bien, c'est qu'on inspire beaucoup de jeunes. Peut-être que ça porte pas encore de fruits, mais ça a porté des fruits. Mais comme j'ai déjà animé des ateliers d'écriture à Bukavu et à Lubumbashi, c'est-à-dire que je suis en contact aussi avec beaucoup de jeunes là qui espèrent vraiment beaucoup de nous. C'est ça aussi qui nous donne vraiment le courage de faire ça, d'essayer de transmettre aux autres. Tout à fait.
merci beaucoup. C'était une belle émission. Merci beaucoup, merci. On a abordé beaucoup de questions. Ouais. Alors on va conclure. Je ne sais pas si tu as un dernier truc à dire. Ouais, merci de m'avoir invité. Au quart de tour, c'est un très joli concept que j'ai beaucoup aimé. C'est un peu la liberté aussi. On n'est pas dans un cadre, on n'est pas enfermé. C'est vraiment très bien. Donc voilà, on est là. Je voulais juste te dire que par rapport aux chroniques que j'ai fait sur Top Congo, j'ai sorti un morceau tiré de ces chroniques-là. Un morceau intitulé justement Alternance qu'on a fait, qui a été produit par la production du centre culturel Boboto, qu'on peut découvrir sur YouTube, la production. Ça parle vraiment de ce qui se passe actuellement en politique. Donc on invite tous ceux qui vont nous suivre à l'écouter et à le partager le plus possible. Donc bonne chance pour ta carrière, pour ta passion. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci. Merci pour ce que tu fais aussi. D'accord, super.